le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle arpente les couloirs du Fonds national de l'emploi. C'était à la faveur de la visite de prise de contact avec les services décentralisés de son ministère. Issa Chiruma Bakari a saisi cette occasion pour féliciter le Fonds national de l'emploi au même titre que Piassi, devenu bras séculier du ministère en matière de création d'emplois jeunes, tout en déclarant que les défis du Fonds national de l'emploi sont désormais siens. J'ai entrepris de découvrir les instruments mis à ma disposition pour combattre ce qu'on peut considérer comme un fléau national, à savoir le chômage de manière générale et celui de jeunes en particulier. Ma première impression d'abord, c'est d'avoir affaire à une élite intellectuelle de qualité qui a à cœur de ne ménager aucun effort pour venir à bout de cette chose détestable qu'on appelle le chômage de jeunes en particulier. Moi-même, nous sommes décidés de ne ménager aucun effort. D'abord, pour changer la perception. Vous avez des jeunes qui pensent que le chômage est une fatalité. Ils s'installent dans le défaitisme, alors que non. Non. Au FNE, j'ai été impressionné par la maîtrise du directeur général, ses collaborateurs, au même titre que je l'ai été hier. Pour ce qui est donc du département lui-même, j'ai des collaborateurs qui sont parfaitement au fait de toute la problématique. Je peux donc dire que c'est jouable. Je peux dire que c'est faisable. Le chômage ne saurait être une fatalité. Ce fut l'occasion idoine au directeur général du Fonds national de l'emploi, Camille Mouté Abidias, de présenter la structure depuis sa création le 27 avril 1990, sa mission, sa stratégie, le chemin parcouru, les difficultés et surtout le rêve de voir voter le document de politique nationale de l'emploi par l'Assemblée nationale du Cameroun, qui deviendra imposable à tous les autres départements ministériels. A été créé pour lutter contre le chômage. On a mis en place une stratégie, des procédures, des outils, des supports, des programmes et des actions. Nous sommes prêts. Comme le ministre disait, un pays où tout à faire, on ne peut pas dire que les gens chôment. Donc nous, on est au défi, tout simplement. On nous donne 100 francs, nous créons tant d'emplois. Avant son départ, le ministre Chiruma était convaincu qu'investir de la confiance du chef de l'État à son essence, le président Paul Biya, lui et ses proches collaborateurs vont désormais réduire le chômage à sa plus simple expression. Un atelier régional de présentation et de validation du rapport de diagnostic régional territorial de la région de l'Ouest s'est tenu ce matin dans la salle de conférence des services du gouverneur. L'objectif étant de restituer les résultats de la phase de diagnostic du territoire et de recueillir les observations des acteurs locaux en vue de la finalisation du rapport du diagnostic du territoire de la région de l'Ouest. Alors la rencontre qui nous regroupe à Bafoussam aujourd'hui, c'est un atelier régional de restitution et validation du rapport de diagnostic régional. Il convient de signaler que cette étude ou cet atelier s'inscrit dans le cadre d'une étude qui est menée par le gouvernement, le groupement de bureaux d'études Rainbow Environnement et GFA est recruté pour appuyer le gouvernement dans ce processus qui dure depuis quelques mois. Nous avons été ici à Bafoussam l'année dernière à l'atelier de lancement. Après les travaux de cette première phase, il convenait de revenir voir avec les parties prenantes, présenter les résultats du travail qui a été mené au cours de ces mois. Il s'agit de doter la région de l'Ouest, comme les 10 autres régions du Cameroun, d'un outil d'aménagement du territoire qui est un schéma régional d'aménagement et développement durable du territoire. Il est attendu des participants qui viennent à la fois des sectoriels, des autorités traditionnelles du secteur privé et de la société civile, que les informations qui ont été collectées et synthétisées dans les rapports qui sont présentés soient passées au crible pour s'assurer qu'elles sont suffisamment complètes et représentatives de la réalité de la région et qu'elles serviront de base pour les prochaines étapes du projet. L'impact est évident dans la mesure où il s'agit de préparer le cadre de la mise en œuvre des politiques de décentralisation
en s'assurant que la région dispose d'un tableau de bord cohérent, le plus exhaustif possible, qui permette à toutes les parties prenantes de mener des activités, des initiatives qui sont en cohérence et en alignement avec les orientations à la fois du schéma national, mais également de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire du Cameroun. Précisant ces assises, le secrétaire général des services gouverneurs Etapa François a exhorté les participants à s'approprier le concept de cet atelier afin d'assurer l'émergence de notre cher et beau pays, le Cameroun. Le Congolais Félix Antoine Tshisekedi et l'Angolais Joao Lourenço font de la coopération économique et sécuritaire leur priorité commune. Ces deux chefs d'État se sont exprimés lors d'une conférence de presse animée conjointement au terme de leur tête-à-tête ce 5 février 2019 au palais présidentiel à Luanda en Angola. Les deux chefs d'État ont passé en revue 3 principaux dossiers. Le premier portait sur les enjeux de la réorganisation du commerce transfrontalier. Ils ont apprécié la nécessité de mieux explorer les avantages qu'offre le chemin de fer de Benguela lié au port de Lobito, celui-ci étant l'un des instruments décisifs pour le développement de l'industrie minière de la RDC avec des effets corollaires sur l'Angola. Le second dossier a concerné le barrage hydroélectrique d'Inga 3. À ce propos, Joao Lourenço a souhaité discuter et négocier l'approvisionnement en électricité des provinces angolaises de Cabinda et du Zaïre et des autres régions frontalières de la RDC. Quant au troisième dossier, les deux pays ont exploré les options de partager leur expérience afin de surmonter les défis tels que le manque d'infrastructures, d'électricité, de l'industrialisation et le chômage. D'après Joao Lourenço, les deux pays ne pouvaient ignorer la sécurité de la longue frontière commune de plus de 2500 km. Il a été suggéré des accords dans les domaines de la sécurité, de l'ordre public et des migrations pour notamment mieux collaborer au sujet des expulsions des Congolais, espérant que ces deux nations passeraient d'anciennes intentions à des projets concrets. Cette première visite du président Tshisekedi en Angola aura réussi à établir la confiance entre Luanda et Kinshasa, et ce, après la brouille diplomatique qui remonte à mai 2018. La prise de position de l'Angola aux côtés du Rwanda et de la France sur une question relevant de la souveraineté de la RDC avait été dénoncée par le pouvoir de Kabila, alors chef de l'État. Après l'Angola, le nouveau chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va se rendre ce 6 février 2019 à Nairobi au Kenya, avant de terminer sa première tournée sous-régionale à Brazzaville, chez son voisin. La libération de l'ex-président ivoirien, son ministre de la Jeunesse, a été accueillie dans la liesse populaire en Côte d'Ivoire. Ardemment souhaité par les Ivoiriens et les Africains depuis longtemps, cet acquittement a été accueilli dans la ferveur et la liesse populaire à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire par les Ivoiriens qui se sont retrouvés soit dans les domiciles ou des espaces récréatifs pour suivre en direct la décision des juges du tribunal de première instance de la CPI en faveur de la libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Ça va permettre à tous ceux qui sont des pro-Gbagbo, comme on dit, entre griffes, et même à beaucoup d'Ivoiriens, de voir leur tension chuter. Et donc, ça va créer plus de sérénité dans le pays pour les débats. Nous venons de gagner un procès contre l'être humain par son comportement et par son effet de domination. Nous voulons dire aussi satisfaction et saluer la juridiction de la CPI. La CPI a pris son temps. Une juridiction comme celle de la CPI ne peut pas donner un verdict sans avoir eu tous les éléments qu'il faut. La CPI a pris son temps, a eu tous les éléments et la CPI s'est prononcée de façon définitive sur cette affaire. Aujourd'hui, la Cour vient de se rendre compte qu'elle a été trahie, dans sa démarche par le juge Okompo. On est du même sang. Les enfants d'une seule personne, on n'a qu'à être unis. Qu'à laisser les querelles. Querelles là, c'est déjà passé. Notre président a été libéré, on n'a qu'à être un.
Laurent Gbagbo a vaincu la mafia internationale. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on attaque. Laurent Gbagbo, il est à part. Ce combat qu'il a mené, ce n'est pas un combat pour la Côte d'Ivoire seulement. C'est pour l'Afrique tout entière. Que ce n'est pas la victoire de Laurent Gbagbo, ce n'est pas la victoire des Ivoiriens, ce n'est pas non plus la victoire de moi qui suis en face de vous, mais c'est la victoire de l'humanité. Nous voulons que la Côte d'Ivoire soit unie, indivisible, et que les élections 2020 se passent très bien et dans la bonne marche avec tout le monde. La libération de Laurent Gbagbo seul va permettre de réconcilier les Ivoiriens, aller vers la paix et le dialogue. Le plus dur commence pour ces deux personnalités qui vont revenir dans leur pays et pour recréer la fraternité entre les Ivoiriens, pour rattacher tout ce qui avait été détaché, pour faire briser toutes les barrières qui ont été créées par le conflit et ensuite par l'emprisonnement. Donc c'est un sentiment de satisfaction générale que ces deux personnalités aient pu quitter le 32 Pump Station Weg. Une libération qui, selon bon nombre d'Ivoiriens, contribuera à sceller véritablement la réconciliation entre les populations de la Côte d'Ivoire, en proie à une crise de confiance et de méfiance depuis la crise post-électorale 2011. L'ancienne présidente du Malawi, Joyce Banda, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle du 21 mai 2019. Cette annonce, effectuée le mardi 5 février 2019, vient rompre un accord signé quelques jours plus tôt avec l'actuel vice-président Saulos Chilima. Pour matérialiser ses propos, l'ex-chef de l'État, accompagné de ses partisans, a déposé son dossier de candidature à la commission électorale située dans la capitale économique du pays, Blantyre. Pourtant, vendredi dernier, son parti, le Parti populaire, en abrégé PP, avait annoncé avoir formé une alliance avec 3 autres mouvements d'opposition au président sortant Peter Mutharika, qui occupe la magistrature suprême depuis 2014. Une alliance qui avait pour vision de présenter un candidat unique pour l'affronter. À ce sujet, l'ancienne présidente a refusé de se prononcer. Je cite ses propos. « Ne gâchons pas ce jour magnifique. Je parlerai de l'alliance un autre jour. » Rappelons que la première femme à la tête du Malawi, âgée de 68 ans, avait quitté son pays en 2014. Ceci à la suite de sa défaite lors de l'élection présidentielle, ainsi qu'après avoir été mise en cause dans une affaire de corruption dite du Cashgate. Après 4 ans d'exil, Joyce Banda est rentrée au Malawi en 2018. Au fil de l'actualité, le mécontentement populaire gronde contre l'actuel président Peter Mutharika. Sa popularité a été détériorée, écornée par un scandale de pots de vin, de pénurie de nourriture et des coupures d'électricité. David Shearer, émissaire de l'ONU pour le Sud-Soudan, a confirmé ce 5 février 2019 que le chef rebelle Riek Machar prévoit de revenir à Djouba en mai prochain, en application de l'accord de paix de septembre 2018 qui représente la meilleure chance de mettre terme à la guerre. Le chef de la mission de paix de l'ONU a rencontré la semaine dernière M. Machar, exilé à Khartoum, afin de parler de la formation d'un gouvernement de transition avant les élections. Dans le cadre de l'accord de paix, Riek Machar doit rentrer dans la capitale en mai 2019, près de 3 ans après avoir fui Djouba alors qu'en proie à de violents combats ayant marqué la mort du précédent accord de paix. Le Soudan du Sud sombre dans la guerre civile en décembre 2013, lorsque le président Salva Kiir avait accusé Riek Machar, alors vice-président, de préparer un coup d'État. Il reste des problèmes épineux à résoudre, a ajouté David Shearer, émissaire de l'ONU au Sud-Soudan, depuis janvier 2017. Mais cet accord nous donne la meilleure chance depuis longtemps de faire avancer le Sud-Soudan dans la bonne direction. Initialement envisagée en février, une visite du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été repoussée à plus tard dans l'année. Rappelons que depuis la signature du dernier accord de paix, les combats ont considérablement diminué, poussant de nombreux Soudanais du Sud qui avaient trouvé refuge près des bases militaires de l'ONU à regagner leur domicile. Depuis sa création en février 2014, la force conjointe antiterroriste du G5 Sahel peine à décoller, et ce, malgré la volonté des pays membres à vouloir combattre l'expansion du terrorisme qui a trouvé foyer dans la bande sahélo-saharienne et qui ne cesse de mettre en mal les pays frontaliers et dont les activités affectent l'Afrique et voire même
au-delà des frontières du continent, tel que l'a déclaré le Premier ministre israélien lors de sa visite au Tchad, où il a d'ailleurs évoqué la volonté d'Israël à vouloir venir en aide aux pays membres du G5 Sahel dans cette lutte contre le terrorisme. Mais malgré tout cet engouement, les partenaires de la force conjointe ont du mal à tenir leurs promesses de financement telles que conclues au départ de sa création. C'est ce qui ressort d'ailleurs du sommet des pays du G5 Sahel, dont le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso, tenu à Ouagadougou le 5 février, où les chefs d'État ont affirmé que la force rencontre une difficulté majeure, celle du recouvrement des financements promis par les pays partenaires tels que la France et bien d'autres encore. Mais malgré ces difficultés, les chefs d'État réunis à Ouagadougou se sont réjouis de l'opérationnalisation de la force lancée sous fonds propres des pays membres. Durant ce sommet, la présidence et le commandement de la force conjointe ont été confiés au Burkina Faso, qui est lui aussi un des pays les plus touchés par les attaques terroristes après le Mali. Ce qui se confirme par cette attaque terroriste qui a eu lieu mardi au nord du Burkina contre un détachement militaire où 5 militaires ont perdu la vie pendant que se tenait le sommet du G5 Sahel à Ouagadougou, la capitale du pays. Le Burkina vient d'ailleurs de se doter d'un nouveau gouvernement après la démission du précédent et d'un nouveau chef d'état-major face à l'incapacité des anciens à venir à bout des attaques terroristes répétées dans le pays. Mais les choses commencent peut-être à changer car quelques 146 terroristes ont été neutralisés par des raids de l'armée burkinabé dans 3 départements du pays. Une opération réussie pour Moïse Minungu, le nouveau chef d'état-major nommé le 10 janvier 2018 et du gouvernement de Christophe Dabiré formé 2 semaines plus tard, ce qui laisse peut-être transparaître un espoir pour ce nouveau commandement qui prend la tête de la force conjointe du G5 Sahel et la direction de cette institution. La constitution du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Christophe Dabiré, alors économiste, fait réagir des opérateurs économiques, en particulier des entrepreneurs travaillant dans la fabrication des citernes. Nous invitons le Premier ministre Christophe Dabiré, qui est économiste, à s'impliquer dans la détection des entrepreneurs comme nous qui employons des centaines de jeunes à grandir. Si nous grandissons, l'assiette fiscale va augmenter et un impact sera signifiant sur la croissance économique du pays. Depuis la chute de l'ancien régime, le Burkina Faso traverse une morosité économique qui se traduit par l'absence d'investisseurs pour la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, le PNDS, avec ses fameux 18 000 milliards qui étaient des intentions de financement des partenaires techniques et financiers. Selon le représentant de la société ATCG, pour relever le défi de la croissance économique, il faut travailler à labelliser les produits burkinabés et surtout à réconcilier les hommes d'affaires. Nous avons plusieurs projets et demandons l'accompagnement du gouvernement. Il est important que nous produisons maintenant nos produits pour qu'ils soient labellisés Made in Burkina. Cela va permettre à ce que les ressources investies restent sur place. Pour relever le défi de la morosité économique, le nouveau chef du gouvernement Christophe Dabiré devra travailler à mobiliser les ressources, réconcilier les Burkinabés et aussi trouver des investisseurs dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, le PNDS. C'est ce que les opérateurs économiques souhaitent, en particulier le représentant de la société de fabrication de citernes au Burkina. C'est un jour historique pour la grande famille PIC Africa Coin. Réunis au Grand Théâtre de Dakar, au Sénégal, pour la célébration du premier anniversaire de la toute première crypto-monnaie africaine, les membres de la communauté du numérique ont éclairé la lanterne des Africains sur la nécessité de se mettre au pas à l'heure où le numérique est devenu l'outil de développement par excellence, ceci pour éviter aux Africains de manquer le rendez-vous de l'histoire. Les autres acteurs, ils étaient pessimistes à que l'Afrique puisse être acteur de blockchain. On pensait que ce serait le continent américain, asiatique, européen, sud-américain peut-être, qui seront les principaux acteurs. Et aujourd'hui, en ce moment, nous, Africains, on prend cette possibilité-là de créer une crypto-monnaie. Mais au-delà, le message fondamental qui se dégage pour les années à venir est celui de la priorité à la consommation des produits purement africains.
Aussi, c'était l'occasion de parler du lobby 99, puisque nous voyons que nous avons un certain nombre de difficultés, parfois à défendre nos intérêts de par le monde entier, les intérêts des Africains, les intérêts des Afro-descendants de par le monde entier. Et le lobby 99, dont je suis le commissaire général, devrait s'occuper de cela, devrait aider à défendre nos intérêts, mais surtout aider PK Africa Coin à rentrer dans les palais, à rentrer dans les ministères, à obtenir la documentation qu'il nous faut pour réaliser un certain nombre d'objectifs. Une cérémonie riche en sons et couleurs, matérialisée par de nombreux groupes musicaux invités pour la circonstance. D'aucuns ont même distillé le message de PK Africa Coin, ou mieux, 99% force, dans une très belle comédie musicale. Individuellement, nous avons essayé de marcher, mais la tâche est tellement élevée que jusqu'à présent, on a toujours été des gouttes d'eau. Si on forme un océan, et vous voyez la force de l'océan par rapport aux gouttes d'eau qui sont inoffensives, et c'est ce que le groupe théâtral a schématisé, nous allons réaliser des merveilles en Afrique. PK Africa Coin a aussi trouvé sa place au Sénégal grâce à la politique de proximité mise en place avec la collaboration des institutions financières telles que Aros. Aujourd'hui, ce que nous avons vu au niveau du Grand Théâtre montre nettement que les Africains commencent à se réveiller, que les Africains commencent à comprendre le monde, en fait, et que nous ne pourrions jamais se développer, nous ne pourrions jamais aller de l'avant sans être unis. Aujourd'hui, dans cette salle, nous avons regroupé des nationalités de différents coins dans le monde pour parler de notre programme. Je l'appelle souvent programme parce que c'est un programme pour l'Afrique, pour développer des produits, des services par l'union, par le rassemblement des forces et le rassemblement de notre économie et de développer notre business model. Ici, le message est clair. Il s'agit de l'impératif d'aller vers l'unité économique et monétaire du continent à travers des entreprises panafricaines telles que PK et une idée révolutionnaire, 99% force pour inverser la tendance. Fierté pour l'Afrique enfin qui est en train de se rapprocher, qui est en train de réduire l'écart qu'il y a entre nous et les autres grâce à la technologie de la blockchain. C'est formidable et c'est même impeccable. Très heureux d'avoir pu veiller sur notre bébé et ce bébé aujourd'hui a 1 an. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment intéressant et nous pensons que l'avenir est prometteur. L'enfant n'a que1 an. Donc, imaginons qu'avec l'engouement que nous avons dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, peut-être au lieu d'avoir seulement les 97 000 membres qu'on a annoncés aujourd'hui, ou d'être seulement dans les 2100 pays comme on a annoncé aujourd'hui, nous serons peut-être le double ou le triple de cela.